Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde version Afrique pour ce jeudi, le 3 décembre 2020. On commence tout de suite avec un événement qui vient de se terminer au siège de la CAPMAS. Le Premier ministre assiste à une conférence de presse sur les dépenses et les revenus et l'ensemble des taux révélateurs des conditions de vie des Égyptiens. Dans son discours, le général Khairat Barakat, président de la CAPMAS, a cité que la CAPMAS a publié plusieurs études sur les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur la société égyptienne. Barakat a également déclaré que la moyenne des revenus annuels des familles égyptiennes a augmenté de 60 000 à 69,1 000 livres égyptiennes en 2016-2017. Pour sa part, Dr Hala Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique, a indiqué que cette exposition offre un trésor énorme de données reflétant la réalité et aidant à la mise en place des politiques de l'État. Al-Saïd a ajouté que le taux de la pauvreté a baissé pour la première fois depuis l'an 1999. Al-Saïd cite « L'État œuvre à améliorer les conditions de vie des citoyens ». Et au cours de son allocution, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le taux de la pauvreté a baissé en Égypte pour la première fois. Durant ces dernières années, le taux de la pauvreté aurait encore plus diminué, sauf la pandémie de la COVID-19. Dr Madbouli a réitéré que le gouvernement poursuit son support aux citoyens les plus démunis. Le niveau de l'enseignement est étroitement lié au niveau de la pauvreté. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous les résultats de cette année révélés au siège de la CAPMAS par les dirigeants et surtout le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et ses visions pour le futur de l'Égypte, je dirais? Je pense que c'est encourageant. Hein. Je veux dire, ça commence à refléter les politiques du gouvernement. Le fait que le taux de pauvreté baisse en Égypte, c'est ce qu'on recherche. C'est le premier objectif du gouvernement. Oui. Mais on va dire que le chemin reste très long. Le taux de pauvreté reste très important par rapport à d'autres pays. Oui, soi-disant qu'il y a un progrès qui se fait sur le terrain, je dirais, par le gouvernement. Exactement. Oui. Par contre, sur l'échelle mondiale, on parle que la pandémie du coronavirus a causé, je dirais, une diminution du taux du développement dans le monde entier et une baisse des économies internationales. Bien sûr, l'effet de la crise a été très néfaste pour l'économie de manière générale. L'Égypte fait partie de seulement 18 pays avec des prédictions de croissance positive en 2020. Donc là, tous les pays, ça veut dire 18 pays sur 200 pays environ dans le monde. Ça représente même pas 10% des pays. 90% du monde va avoir on va dire une sorte d'effet très négatif de la crise. Oui, on peut réaliser du progrès au cours de l'exercice financier 2019-2020. Oui, malgré la crise, il y aura effectivement un effet positif perçu en Égypte. Oui. Également, l'Égypte œuvre à présent à nouer avec l'Afrique, surtout avec ses partenaires stratégiques, je dirais, tels que par exemple la Grèce, Chypre, également le Soudan du Sud, plein d'autres pays également. Alors comment voyez-vous ces efforts et leur effet sur l'économie égyptienne?
On voit, il y a un plan, on va dire, une stratégie long terme du gouvernement pour développer l'infrastructure, ça c'est très très clair, Oui. et aussi les denrées essentielles. On voit, il y a une vraie expansion de tout ce qui est agriculture, il y a même beaucoup de projets de ce niveau, et aussi les projets d'énergie, parce que l'énergie c'est un composant très important dans la croissance. On voit qu'on est passé d'un déficit important, on va dire il y a quelques années, à aujourd'hui un excédent d'énergie, surtout l'énergie électrique, et l'Égypte a signé des accords pour partager ou distribuer cette énergie avec les pays voisins. Maintenant, il y a, avec la Grèce, le Chypre, donc ça c'est le gaz. Il y a des dernières années, il y a une découverte très importante dans l'Est méditerranéen. Oui. Et le fait de former un consortium, une sorte de OPEC du gaz dans l'Est méditerranéen, va renforcer la place, on va dire, la place de cette région dans les régions productrices de gaz, le fait de coordonner nos actions avec les actions d'autres pays dans la région va permettre de récupérer plus de valeur, plus de richesse. Oui. Ça, c'est pour le peuple. Et puis, le fait de coordonner ces actions, ça permettra d'avoir les solutions les plus efficaces, les plus efficientes pour utiliser au mieux cette ressource qu'est le gaz sous la Méditerranée. Parfait, Dr Nadim Sam, nous tenons à vous remercier à vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous interrompons à présent notre édition pour vous diffuser l'appel à la prière. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, notre édition d'Autour du monde Afrique avec ce compte-rendu réunion ministérielle hebdomadaire. Madbouli examine un nombre de dossiers. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé hier par visioconférence la réunion du cabinet ministériel, à l'issue de laquelle il a discuté d'un nombre de questions et de dossiers. Dr Madbouli a commencé la réunion par évoquer la visite réussie du président Abdel Fattah el-Sisi au Soudan du Sud, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales avec les pays du continent africain et notamment le Soudan du Sud. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Ayachal. Madbouli a présidé via visioconférence à la réunion du cabinet ministériel, à l'issue de laquelle il a discuté d'un certain nombre de questions et de dossiers. M. Madbouli a débuté la réunion par évoquer la visite réussie du président Abdel Fattah el-Sisi au Soudan du Sud, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales avec les pays du continent africain, et notamment le Soudan du Sud. Le Premier ministre a noté qu'il existe un certain nombre de projets conjoints entre l'Égypte et le Soudan du Sud dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture et l'irrigation. Il a aussi évoqué la récente visite d'inspection du développement de l'hôpital d'urgence de Al-Slaini, qui est mise en œuvre selon la directive du président el-Sisi, pour développer rapidement au plus haut niveau et de préparer avec les derniers équipements médicaux internationaux, soulignant que l'État vise un bond en avant et saluant en même temps le travail de développement dont il a été témoin et qui est réalisé en coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'autorité d'ingénierie des forces armées. Le Premier ministre a également évoqué le développement du mur de Magra Layoun et du lac Nassira qu'il a inspecté au cours des derniers jours, soulignant que ce projet représente un mouvement de civilisation pour la région, y compris divers projets de développement dans la mise en œuvre du plan de l'État pour faire revivre le Caire historique dans le cadre des travaux conjoints entre plusieurs ministères. M. Madbouli a consacré une partie de son discours à remercier Mme Inès Abdeldaï, ministre de la Culture, pour les efforts déployés par le ministère afin d'examiner les contributions culturelles de l'Égypte au colloque international de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture, auquel 11 pays arabes et islamiques ont participé. Le Premier ministre a également remercié les responsables du Grand Musée égyptien, que ce soit du ministère du Tourisme et des Antiquités ou de l'autorité des génies des forces armées, après que le musée ait obtenu les certificats ISO. Et l'Égypte veut faciliter la mission de la Confédération africaine de football, la CAF, pour développer et améliorer la popularité du football en Afrique. C'est ce qu'a indiqué lundi le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, affirmant son soutien à l'accord conclu avec la CAF sur son siège au Caire.
Monsieur Sobhi a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec les représentants du ministère des Finances et des responsables de la CAF, qui a porté sur les moyens de relancer l'accord sur le siège de la CAF au Caire et toutes les facilités financières y afférentes. Il a ajouté que l'accord est entré en vigueur et selon ces articles et que certains privilèges ont été accordés pour les responsables et les employés de la CAF pour faciliter leur travail. Et l'ONU obtient de l'Éthiopie un accès humanitaire illimité au Tigré. À l'issue de 4 semaines de conflit armé, l'ONU s'est vue octroyer par le gouvernement éthiopien un accès illimité à la région du Tigré après de nombreuses demandes, selon un document consulté hier par l'agence France-Presse. Ce document, un accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la Paix, autorise un accès sans restriction, continu et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amhara et Afar voisines. Selon un haut responsable onusien, cet accord permettrait aux Nations Unies et ses partenaires humanitaires de délivrer de l'aide partout où des gens en ont besoin. Des premières évaluations en matière d'aide sur place commenceront dès que les équipes de sécurité donneront le feu vert. Le Tigré, région septentrionale frontalière avec l'Érythrée, est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre. L'ONU mettait en garde depuis plusieurs semaines contre une possible catastrophe au Tigré, quasiment coupé du monde en raison d'un blackout sur les communications et des restrictions d'accès. Avec le conflit, environ 600 000 personnes, dont 96 000 réfugiés érythréens vivant dans 4 camps, dépendaient totalement de l'aide alimentaire pour se nourrir au Tigré, et 1 million d'autres bénéficiaient d'un filet de sécurité alimentaire selon le Bureau onusien de coordination humanitaire. Et nous passons au Soudan, plus de 82 milliards pour faire face à la crise des réfugiés venant d'Éthiopie. Envahi par des dizaines de milliers d'Éthiopiens fuyant la guerre dans la région du nord du Tigré, le Soudan aurait besoin de quelques 150 millions de dollars, équivalent à 82,2 milliards de d'espèces locales, pour faire face à cette situation déplorable. C'est ce qu'a déclaré le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Je cite, 500 personnes par jour, c'est ce que nous avons eu ces derniers jours. C'est ce qu'a indiqué le patron de l'agence de l'ONU. Dans les pays riches, cela ferait tomber les gouvernements. Ici, le gouvernement du Soudan a gardé la frontière, a-t-il ajouté. Situé à environ 80 km de la frontière, dans l'est du Soudan, le camp d'Raqba abrite plus de 9 700 réfugiés éthiopiens. Aujourd'hui, le camp qui a accueilli des réfugiés éthiopiens ayant fui la famine de 1983 jusqu'à 1985 a rouvert ses portes. Et un Nigérian d'origine désigné parmi les futurs responsables du cordon de la bourse américaine. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a proposé mardi la nomination d'Edwewale Adeyemo, dit Wally, au poste de secrétaire adjoint au Trésor. Si le Sénat le confirme au terme de son audition après l'investiture du président élu, il sera le premier Africain d'origine à occuper ce poste. Wally a été ancien conseiller économique de l'ancien président américain Barack Obama et a servi sous Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale. L'équipe de transition de Joe Biden a déclaré que les personnes choisies pour les postes en économie de haut niveau allaient aider à sortir l'Amérique de la récession actuelle et à reconstruire mieux. Né au Nigeria en 1981, Adeyemo a passé toute son adolescence et sa jeunesse dans l'État de la Californie.
Il a d'abord travaillé comme rédacteur en chef du projet Hamilton, puis comme conseiller principal et chef du cabinet adjoint de Jack Lew pour le ministère américain des Finances, avant de commencer à travailler sous l'administration Obama. Il a ensuite été négociateur en chef pour le partenariat trans-pacifique et a également été le premier chef de cabinet du Bureau de protection financière des consommateurs sous la direction de Elizabeth Warren. En 2015, il est nommé conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'économie internationale et directeur adjoint du Conseil économique national. Il est ensuite devenu le premier président de la Fondation Obama. Cet avocat proche de l'establishment démocrate secondera au sein de l'administration Biden le secrétaire d'État au Trésor. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui et d'Autour du monde Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci de votre attention.